qui nous ont été échangés par des membres. Donc, on a fait cette demande pour avoir des fonds équitables pour nos REER. Donc, c'est tout un processus qui s'est mis en place pour avoir accès à ces fonds-là depuis ce temps-là. Mais évidemment, il y a eu la pandémie qui a ralenti un petit peu les trucs. Mais à tout événement, les fonds sont maintenant disponibles depuis juillet 2021. Donc, on trouvait ça important de pouvoir vous présenter ces fonds-là dans un premier temps. C'est ce qu'on va faire lors de la séance d'information. Dans un premier temps, vous présenter ces fonds-là. Et dans un deuxième temps, en fait, les outils qui vous sont accessibles pour pouvoir gérer et maximiser votre REER collectif. Alors, c'est une présentation qui devrait prendre environ 1 heure, 50 minutes, 1 heure. On est un petit groupe, alors il n'y a pas de problème à ce que vous puissiez poser des questions pendant la séance. Donc, par contre, juste peut-être, je pense que j'inviterai tout le monde à fermer le micro, mais quand vous avez une question à poser, juste réouvrir et la poser. On pourra, en conséquence, prendre la question. Alors, je tiens à remercier les présentateurs qui sont avec nous, Philippe Guimond et Gabriel Germano, qui vont faire de Industriel Alliance, là, qui sont là, qui ont accepté d'être là avec nous ce midi pour faire cette présentation. Alors, je vais donc céder la parole à Philippe qui fera la première partie de cette présentation. Merci, Philippe. À toi. Merci beaucoup, Mylène. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, accompagné de mon collègue Gabriel, collègue et ami Gabriel. Donc, aujourd'hui, mon rôle en tant que conseiller en investissement, vous avez des nouvelles stratégies au niveau de l'investissement responsable qui ont été ajoutées dans vos solutions de placement. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que l'investissement responsable, vous donner un peu de couleur sur les stratégies, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces stratégies-là, ces firmes-là. Puis bien sûr, que vous sortiez de cette rencontre-là un peu mieux informé sur tout ce qui touche l'investissement responsable. Comme Mme Cyr l'a mentionné aujourd'hui, vous êtes chanceux, une présentation exclusive. Donc, vous n'hésitez pas. Bref, si vous avez des questions, interrompez-moi, intervenez. C'est toujours plus agréable dans le format discussion que de m'entendre avec un monologue pour la prochaine heure. Donc, on va commencer avec fonds de placement durable. Peut-être, là, Monsieur Chabot, Monsieur Carrière, j'en profite pour peut-être juste ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y en a de vous qui ont certaines connaissances ou certaines notions au niveau de l'investissement responsable ou est-ce que c'est du nouveau à 100% pour tout le monde? Oui, j'ai eu pendant un certain temps, mais plus maintenant. OK. Oui, pour moi, c'est bon, je connais ça. OK, bon, parfait. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble aujourd'hui. Donc, je vous apprends rien par les temps qui courent là, et même remontant à plusieurs années, là, autant l'environnement, changement climatique, ce sont des sujets importants. Je pense que tout le monde peut facilement identifier qui Greta Thunberg est ici là, sur l'image, aussi le rôle là, puis la popularité qu'elle a gagnée dans les dernières années en étant un visage prominent là, de tout ce qui est l'importance climatique puis l'importance d'agir. Certainement, après ça, on a eu la COP26 il y a 2 semaines de ça, qui a remis l'emphase là aussi, les gouvernements, à l'importance de se mobiliser. C'est certain qu'en ce moment, tout ce qui se passe au niveau climatique, les répercussions par la suite au niveau de la pollution et ultimement aussi, malheureusement, que ce soit la faune, la flore. Bref, ça touche plusieurs aspects, ça touche nos vies là, au quotidien. Donc, on va voir maintenant comment ça s'intègre un peu dans le volet de l'investissement. Donc, tout d'abord, le E, le S et le G. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça aujourd'hui? L'intégration donc du E, du facteur environnemental, du S, le facteur social et finalement le G, le facteur de gouvernance. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est sûr qu'au niveau des entreprises maintenant, l'importance du E. Donc, les pratiques, quelles sont les pratiques mises en place par l'entreprise au niveau de sa politique environnementale? Quelle utilisation qu'elle fait au niveau des ressources? Quelle est son empreinte au niveau de
l'écologie. Donc, très important aujourd'hui pour les investisseurs, aussi certainement pour les gestionnaires de portefeuille, ceux qui vont choisir les compagnies qui vont aller dans les stratégies, dans les portefeuilles. Social, on peut penser autant à l'équité, la diversité, les droits de la personne, les conditions de travail sont tous des bons exemples. Finalement, gouvernance, on s'attend à ce que les gestionnaires, les PDG soient des gens qui montrent l'exemple, des gens qui se démarquent. Et maintenant, qu'est-ce qui intéresse aussi beaucoup les stratèges sont quel est le code d'éthique qui est en place, quel genre de rémunération, la structure de rémunération, est-ce qu'il y a une certaine diversité au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Donc, ce sont tous certains facteurs, il y en a plusieurs autres qui s'ajoutent, mais gardant en tête le E, le S et le G, et c'est certain aujourd'hui pour les stratégies gestionnaires de portefeuille, simplement décider d'ignorer ces facteurs-là lorsque vient le temps de faire l'analyse d'une compagnie pour prendre une décision d'investir ou pas dans cette entreprise-là. C'est simplement fait partie d'une saine gestion de risque qui est ultimement très, très, très important au niveau de la gestion de portefeuille. Trois grandes définitions un peu de l'investissement durable. Vous allez voir, ce sont trois spectres lorsque vient le temps d'investissement durable qui ont différents profondeur. Et on va voir aujourd'hui, donc tout d'abord, l'intégration des facteurs ESG. Donc, on en a parlé, ce sont les trois grands vecteurs. Ici, c'est au niveau des fonds de placement qui sont offerts au sein de la plateforme de l'Industrie Alliance. Tous les gestionnaires maintenant font un fort engagement de respecter ces facteurs-là, en plus de ça, de s'engager auprès des entreprises et des émetteurs. Donc, quand je parle d'engagement, je peux penser à des votes de procuration. Qu'est-ce que c'est? C'est des fois prendre des positions au niveau de décisions des fois un peu plus controversées, que ce soit une acquisition, que ce soit mettre sur pied une politique environnementale. Donc ici, les gestionnaires, les grands actionnaires de ces compagnies-là maintenant se doivent de s'engager auprès des compagnies afin d'aider ces compagnies-là à prendre les bonnes décisions puis s'assurer que c'est dans le meilleur intérêt non seulement des actionnaires, mais ce qui est dans les meilleurs intérêts souvent des actionnaires est aussi dans le meilleur intérêt de la planète sur laquelle on vit. Finalement, ça, c'est le facteur de base, donc l'intégration des facteurs ESG, et ça fait aussi partie certainement d'une saine gestion de risque. Aujourd'hui, vous allez voir que les trois fonds qui suivent, donc le fonds d'investissement socialement responsable, une approche un peu plus complète que l'approche traditionnelle. Donc, ce sont les fonds qui ont été rendus disponibles au sein de votre plan. Les particularités de cette approche-là, donc c'est souvent le facteur de la sélection positive, donc d'inclusion, voire d'exclusion, étant donné qu'un émetteur ou une compagnie respecte ou ne respecte pas certains critères ESG qui ont été mis en place par le gestionnaire de portefeuille. Donc ici, on parle d'une approche quantitative autant que qualitative, donc autant voir que ce soit les chiffres au niveau des émissions de carbone de ces entreprises-là, que de voir aussi au quotidien quelles sont les actions et décisions mises en place. Est-ce que c'est en ligne, c'est cohérent avec le sain développement. Et finalement, l'investissement d'impact, à faire la distinction, l'investissement d'impact, le mandat d'obligation verte qu'on va regarder aujourd'hui est un bon exemple. Lorsqu'on parle d'investissement d'impact, on parle d'investissements souvent qui ont des répercussions sociales. Exemple facile, les obligations vertes, on va aller plus en détail, ou sinon les obligations sociales. Donc, par exemple, des obligations qui sont émises pour financer la construction de logements modiques. Donc ici, ce serait un impact sur la société, un impact concret. Et souvent, ça, c'est cet investissement d'impact-là est en ligne avec les objectifs de développement durable qui sont mis sur pied par les Nations unies. Donc, on peut penser à la préservation de la faune, on peut penser à la pollution, la qualité de l'eau, l'équité, bref. Donc, le but, c'est d'investir, d'avoir un impact sur ces objectifs-là. Donc, ce sont trois grandes approches. Aujourd'hui, on va concentrer beaucoup sur celle du milieu socialement responsable et l'investissement d'impact. L'empreinte carbone d'un portefeuille, c'est une mesure que vous allez voir aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, on vient mesurer l'empreinte carbone d'un portefeuille toujours par rapport à l'indice de référence. Donc, par exemple, les actions canadiennes, stratégie d'action canadienne, le portefeuille va être comparé à l'émission, l'empreinte carbone de l'indice de référence ici au Canada, qui est le S&P TSX. Donc, d'où viennent ces émissions-là? On peut penser à l'utilisation des ressources, les transports, les processus, bref, l'ensemble des activités d'une entreprise, ce sont la source provenance des émissions. Pour votre information, lorsque vous allez voir ces chiffres-là sont toujours quantifiés en termes de tonnes de CO2 par million de dollars de vente.
Donc, c'est une mesure, c'est la façon qu'elle est standardisée aujourd'hui. Puis on va voir que toutes les stratégies qui ont été mises à votre disposition offrent vraiment une empreinte carbone qui est nettement plus faible que celle de leurs autres pairs ou de leur indice de référence. Donc, regardons un peu en détail là, au niveau des stratégies. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Tout est beau pour tout le monde? On continue, n'hésitez pas sinon. Donc, les obligations vertes d'Alpha Fix Capital. Donc, ici, cette stratégie-ci, donc Alpha Fix Capital, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, on parle ici de stratégie d'obligation verte de revenus fixes. Alpha Fix Capital est assez unique. Oui, c'est une société de chez nous, société de Montréal, qui dévoue 100% de son temps à la gestion de revenus fixes. Donc, pas de stratégie d'action. On parle ici uniquement de stratégie obligataire. Pourquoi Alpha Fix Capital? Vous allez voir que tous les gestionnaires qu'on a choisis sont des pionniers au niveau de l'investissement responsable, que ce soit par leur implication, leur innovation. Ils ont souvent été dans les premiers à aller dans cette direction-là, cette approche-là d'investissement responsable. Toutes les stratégies offertes sous la bannière d'Alpha Fix Capital excluent toutes les compagnies qui exploitent des énergies fossiles. Plusieurs autres particularités donc, de cette stratégie-ci sont souvent aussi les modèles internes qui ont été développés pour analyser, par exemple, TELUS, Bell, les émissions obligations de ces compagnies-là. Donc, comment est-ce qu'un Shaw, un Bell, un TELUS se compare par rapport à ses pairs au niveau du E, du S et du G. Donc, beaucoup de modèles internes, vraiment une belle expertise interne au niveau d'Alpha Fix Capital. Ça m'amène à vous parler du mandat, les obligations vertes. Qu'est-ce que c'est une obligation verte? Donc ici, nous en avons un peu parlé. Donc le fond, les particularités, réduire l'empreinte carbone, participation à la transition énergétique. Puis c'est sûr, on parle ici de titres à revenus fixes qui sont destinés à financer l'atténuation des changements climatiques. Une obligation verte, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc ici, on parle d'une obligation, on parle de capital qui est émis dans le but toujours de financer des projets à vocation verte. Donc on peut penser à, par exemple, modification de transport en commun, on peut penser à l'énergie renouvelable. Bref, ici, les obligations qui sont émises ici, on peut penser à des sociétés, on peut penser à des gouvernements, on peut penser voir à aussi certains pays. Donc l'utilisation de ces capitaux-là, à quoi ça sert? Ça doit être dans une vocation ici de manière investissement responsable au niveau principalement qui a les qualifications vertes. Pour avoir ces qualifications vertes, ce sont les grands principes. Donc ici, à quoi va servir l'utilisation des capitaux? On va voir un exemple là, tout après. Est-ce qu'elle passe aussi le test au niveau de l'évaluation des projets, le processus de sélection des projets? Donc, est-ce que c'est dans le but de décarboniser, par exemple, un certain investissement? Et finalement, qu'est-ce qui est toujours important aussi, c'est la gestion de l'allocation des capitaux. Donc, le financement va servir à quoi? Par exemple, mettre sur pied du transport en commun qui est éco-responsable. Et finalement, l'importance aussi, la reddition de comptes. Un facteur qui est très, très, très important, des fois sous-estimé. Et ces compagnies-là, les gestionnaires que vous voyez, les stratégies que vous voyez aujourd'hui sont tous des meneurs. C'est important que les compagnies travaillent davantage dans un environnement transparent. Donc, toujours dans le but de fournir plus de visibilité, d'informations au niveau pour les actionnaires de qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Excuse-moi, Philippe. Oui. J'ai une question de Sébastien. Oui, désolé Sébastien, je n'avais pas vu la main. Tu peux y aller, Sébastien. Oui, il n'y a pas de problème. Merci, M. Guimond. Dans le fond, est-ce que ces fonds-là excluent les investissements dans l'armement aussi, ou c'est vraiment juste vraiment écologique? Vous volez mon punch aujourd'hui, M. Chabot. On y arrive directement, mais oui, tout à fait. Les stratégies que vous allez voir aujourd'hui ont aussi beaucoup de facteurs d'exclusion en plus du sans combustible fossile. Donc, on peut y passer directement. Donc, les caractéristiques principales, autant du mandat obligatoire que les autres stratégies, ce sont l'exclusion des fameux secteurs vices qu'on voit. Donc, ici, là, quelques exemples, là, autant au niveau des armes, de l'alcool, jeux de hasard, cannabis, etc. Ce sont ici la priorité de ces stratégies-là là, au niveau de l'exclusion. Je vous ai parlé ici d'un exemple, ici qui est en portefeuille au niveau de obligations vertes. Donc ici, c'est une émission du gouvernement du Québec au niveau des fameuses voitures de métro Azur. Donc c'est le projet qui a été mis sur pied au niveau de la Société de transport de Montréal dans le but de justement rendre plus vert
tout ce qui est le transport en commun et mettre sur pied le métro sous pneumatique qui serait ici un investissement responsable qui est en cours en ce moment. Donc, pourquoi ici on voit que cet investissement-là, cette émission-là répond aux critères principalement ici par le projet, l'utilisation aussi, le financement qui est fait pour ce projet vert-là, l'allocation aussi des capitaux qui est dévouée uniquement cette décarbonisation-là et finalement la reddition de compte ici qui est très, très important est toujours obligatoire là, dans le cadre de référence pour les obligations vertes du Québec. Donc ici, c'était juste un exemple. Les obligations vertes gagnent énormément en popularité. Pour vous donner un peu une image, aujourd'hui, les obligations vertes, on parle de milliards de dollars à l'échelle mondiale, de pas loin de 260 milliards de dollars. Une portion est au Canada, mais ici, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que ces obligations vertes sont en plein essor et sont en pleine expansion à travers le monde au niveau des émissions. Pour vous parler un peu du fonds, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds-là? Vous avez ici la répartition selon les différents types de projets. Donc, vous voyez à 34,4 la majorité du portefeuille qui est au niveau de l'énergie renouvelable et au niveau du transport en commun, comme les voitures, les wagons Azur qu'on a vu juste sur la diapositive avant. Ça ici, ça couvre donc le mandat obligations vertes, qui est une partie intégrale là, du portefeuille de l'ARC des différentes stratégies. C'est le gestionnaire de la stratégie qui couvre tout ce qui est le volet obligations. Maintenant, on laisse de côté les obligations, on s'en va dans l'univers des actions pour parler un peu de la stratégie de Fiera Capital et par après de la stratégie de Jarislowsky Fraser. Donc, on va voir, ce sont bien qu'il y a des similarités. C'est aussi certainement très différent, étant donné qu'on parle ici d'actions par rapport aux obligations avant. Donc, Fiera Capital aussi, une société de chez nous, une société elle aussi qui s'est démarquée depuis des années par son implication dans le but de développer davantage l'investissement responsable à l'échelle mondiale. Donc ici, pourquoi cette stratégie-là? Ben oui, c'est l'intégration de ces facteurs-là d'investissement responsable, mais c'est leur engagement au niveau des compagnies, c'est la demande de reddition de compte et c'est certainement aussi le développement de leurs outils internes dans le but d'aller chercher toujours plus d'informations que ce que le client demande au niveau de la transparence des entreprises, leur politique à l'interne et bien sûr que ces politiques-là soient en ligne avec le développement durable. Donc, si on regarde un peu la stratégie, une autre des stratégies, si on parle d'action canadienne éthique sans combustible fossile. Donc, ici, on vise toujours à réduire l'empreinte carbone sans sacrifier les rendements à long terme. On parle d'investir dans les titres de sociétés durables de haute qualité. Puis l'importance des facteurs, je vous apprends rien en vous disant que le marché canadien est certainement dominé par plusieurs entreprises dans le secteur de l'énergie, notamment dans l'exploitation, autant au niveau du pétrole que du gaz naturel. Au sein de l'indice canadien, c'est pas moins de 13-14 de l'indice. Donc, le Canada, c'est certain, a du travail à faire au niveau de l'empreinte carbone, mais on voit que cette stratégie-là, puis on voit plusieurs entreprises qui tournent le coin autant dans le but de décarboniser leur activité ou même de mettre sur pied plus des stratégies durables. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous mentionner là, autant l'empreinte carbone. Pour la stratégie ici d'Action canadienne, on parle de 100 tonnes de CO2 par million par rapport à un indice de 350. Donc ici, on parle de beaucoup moins, donc trois fois moins que l'indice de référence. Donc, dans ce fonds-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous allez voir à la prochaine diapositive. Donc, c'est certain, il n'y a aucune énergie qui se retrouve dans le portefeuille. Et bien sûr, c'est exclu les autres secteurs, donc que ce soit énergie nucléaire, divertissement. Et vous voyez là un peu plus bas, donc toutes ces compagnies-là qui sont exclues. C'est sûr qu'au Canada, il y en a déjà très peu de ces entreprises-là, des fois, étant donné que le marché canadien est un plus petit marché et plus concentré. Mais quand même, là, il faut être certain qu'il n'y a rien de ces entreprises-là qui se retrouvent en portefeuille et bien sûr, pas de combustible fossile. Nous avons aussi Francis Carl, tu as une question? Oui. 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 En fait, Philippe, pour le bénéfice de tout le monde, ce serait peut-être, c'est qui mesure l'empreinte carbone de chacune des compagnies?
Effectivement, qu'est-ce qu'il va y avoir souvent ces entreprises-là font affaire soit avec des sources à l'externe, donc qui vont fournir des fournisseurs de données qui vont aller fournir ces mesures-là, mais aussi la particularité de ces compagnies-là, Fiera, AlphaFix, les autres, c'est qu'ils ont même développé leur modèle interne dans le but de venir un peu, excusez mon bon français, là, challenger, contester les données, puis s'assurer de la véracité de ces données-là. Donc, des fournisseurs externes, puis aussi des modèles à l'interne pour ces entreprises-là, ces stratégies-là ici, de ces gestionnaires-là qui ont une approche très, très sophistiquée au niveau de l'investissement responsable. Parfait. Et l'autre film qu'on va parler aujourd'hui, donc Jarislowsky Fraser, particularité, ici aussi, on parle d'une compagnie fondée à Montréal en 1955, un autre pionnier, c'est-à-dire dans les premiers qui ont mis sur pied autant l'investissement responsable chez eux, que aussi faire des partenariats, puis toujours approfondir la recherche lorsque vient le temps de l'investissement responsable, partenariat avec différentes associations, aussi là, dans le but de vraiment aller pousser plus loin au niveau de l'investissement responsable. Donc, les deux stratégies ici, deux stratégies qui sont dans le portefeuille de l'ARC, on parle du mandat Action canadienne sans combustible fossile et du Action mondiale sans combustible fossile. Là, peut-être certains vont se dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas indiqué éthique comme il est indiqué pour la stratégie de Fiera. Ici, c'est une technicalité au niveau du nom. Vous pouvez être certain qu'il n'y a aucune de ces stratégies-là qui se retrouve, il n'y a aucune de ces secteurs VIS-là qui se retrouve autant dans le volet Action canadienne, Action mondiale. C'est une priorité capitale pour le gestionnaire Jarislowsky Fraser et il n'y a pas de ces titres-là qui vont se retrouver dans le portefeuille, bien que le nom de la stratégie n'inclut pas le volet, le côté éthique. C'est inclus, c'est imbriqué. Donc ici, autant les particularités, donc les actions canadiennes, actions mondiales, c'est l'exclusion du secteur des compagnies énergétiques. Donc tout ce qui est énergie fossile ici est exclu. On va exclure aussi des entreprises, comme je vous dis, qui peuvent avoir des implications dans des secteurs VIS ou peuvent tirer de leurs revenus en provenance de secteurs controversés, comme on a vu sur les diapositives précédentes. Encore une fois, l'empreinte carbone est minimisée. On parle ici aussi d'une empreinte carbone de l'ordre de 100 au niveau du mandat d'Action canadienne, 100 tonnes de CO2 par million de dollars. Au niveau des actions, des titres qui sont détenus en portefeuille, encore une fois, nettement inférieur aux 342 qu'on retrouve dans le volet de l'indice de référence canadien. Et au niveau mondial aussi, c'est nettement plus faible avec une empreinte carbone de 39 par rapport à 145. Ici, c'est 145, c'est l'indice des mondial. Donc oui, l'indice mondial a une beaucoup plus faible empreinte carbone qu'au Canada, étant donné la concentration et les particularités du secteur de l'énergie au sein de l'économie canadienne. Un peu, là, vous donner un peu de couleur là, au niveau des stratégies. Donc, autant l'action canadienne que l'action mondiale, ce sont des portefeuilles relativement concentrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on parle de généralement une trentaine de titres dans le portefeuille d'action canadienne. On voit que ce n'est pas tellement différent au niveau des actions mondiales. Et souvent, l'emphase là, est mise au niveau de grandes entreprises, des secteurs qui sont non cycliques, donc non dépendants de l'évolution, du ralentissement de l'économie. Et finalement, il va y avoir aussi des petites allocations autant à d'autres opportunités, que ce soit le secteur cyclique d'autres entreprises et voire même certaines situations spéciales, des fois des entreprises qui pourraient perdre de la valeur, qui pourraient avoir une certaine opportunité d'investissement pour le gestionnaire, mais toujours, bien sûr, avec une grande considération pour l'exclusion des compagnies de combustibles fossiles et aussi des autres secteurs. Pour ces gestionnaires-là, souvent, autant Jarislowsky Fraser que Fiera, l'emphase est sur la qualité. Puis pour eux, depuis des années, pour plusieurs des gestionnaires, des compagnies dans le secteur de l'énergie, ça ne rime pas avec de la qualité. C'est des compagnies qui sont très dépendants de l'évolution du prix du pétrole. Et généralement, ce sont des entreprises qui, lorsque ces gestionnaires-là cherchent des compagnies avec des avantages concurrentiels, des compagnies durables à long terme, le secteur de l'énergie n'est pas reconnu pour être un secteur qui va générer de la valeur à long terme pour les investisseurs, pour les actionnaires, simplement parce que c'est beaucoup, beaucoup de dépenses pour l'exploration et encore une fois, très, très dépendant des variations du prix du pétrole ou de d'autres commodités. Donc souvent, c'est ce qu'on voit de ces gestionnaires-là. Ce n'est pas un bon secteur
à long terme pour les investisseurs. Et finalement, Action mondiale, sans aller dans le détail, vous allez voir ici, c'est très similaire. Une petite allocation qui peut aller au marché émergent, mais encore une fois, un portefeuille d'une trentaine de titres avec les exclusions, bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous, si ça fait le tour donc, des 4 stratégies, obligations vertes, Action canadienne éthique sans combustible fossile et les 2 stratégies d'Action mondiale, Action canadienne sans combustible fossile de Jaroslawski. Ce sont des stratégies qui sont maintenant disponibles autant à la carte, stratégies qui sont sur la plateforme ici en Industrie Alliance depuis décembre 2020, donc disponibles à la carte et aussi disponibles au sein d'un portefeuille de l'ARC là, que votre consultant Trinum a mis sur pied, puis que Gabriel va passer avec vous là, en survol. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ces stratégies-là au sein de votre régime? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la balle à Gabriel. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que vous avez des questions? J'ouvre le plancher aux questions avant de poursuivre. Ça va. N'hésitez pas, si jamais vous en avez encore, juste à lever la main. En fait, moi, j'ai peut-être une question, Gabriel. En fait, est-ce que quand on dit on peut choisir à la carte, est-ce que c'est ce qu'on va voir là, dans ta présentation, comment on fait? Parce que là, on a des sommes actuellement qui ont été accumulées. Et puis là, ce que je voulais savoir, est-ce que dans le fond, ce choix-là peut se faire pour ce qui est déjà accumulé ou c'est normalement un choix qu'on peut faire juste pour les sommes à venir? Ou est-ce qu'on peut choisir une partie de ce qui a été cumulé? Ou en fait, un peu techniquement, comment on fait pour accéder à ces fonds-là? Effectivement, en fait, c'est ça que je vais vous montrer, mais pour répondre à la question maintenant, vous pouvez soit commencer à utiliser les fonds qui sont disponibles que Philippe a présentés, soit à partir de maintenant ou bien de vraiment transférer ce que vous aviez accumulé avant puis commencer à l'investir dans les fonds qui sont disponibles à la carte. Et tout ça, je vais aller vous montrer ça, surtout les modes d'investissement. Donc, juste pour vous donner un aperçu en quoi vous pourriez investir vos sommes dans le régime et également comment vous pourriez utiliser ces fonds-là. Je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, il y a 2 façons d'investir qui est offerte pour vous, investir les sommes pour vous dans le régime. C'est soit le mode simplifié ou bien le mode avancé. Okay? Donc, dans le mode simplifié, on parle ici des portefeuilles qui sont portefeuilles personnalisés ARC, où vous allez être investi selon la date cible de retraite ou date cible de votre horizon de placement et aussi votre tolérance au risque. Okay? Je vais arriver plus en détail dans quelques secondes, mais en gros, ce sont des portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles clés en main où vous êtes investi et ces portefeuilles-là sont gérés par des experts et aussi sont rééquilibrés à travers le temps pour faire en sorte qu'ils deviennent de moins en moins risqués lorsque vous approchez de votre objectif de placement ou votre retraite. Pour ce qui est du mode avancé, c'est là que vous allez pouvoir bâtir votre propre portefeuille avec les fonds qui sont disponibles à la carte, dont les 4 fonds que Philippe vient de vous mentionner, les fonds durables. Et vous allez pouvoir, en ce moment-là, bâtir votre portefeuille. Je vais vous expliquer comment le faire. Il y a une proposition de portefeuille que je vais vous montrer dans quelques instants également qui a été bâtie pour vous donner une idée en quoi que ça pourrait ressembler votre portefeuille. Mais si on commence juste par le mode simplifié, rien ne change pour ça. C'est toujours une façon d'être investi. Les fonds, durables ne font pas partie des portefeuilles ARC, donc c'est très important de le mentionner ici. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer la mécanique de ces portefeuilles-là. Donc, d'abord, comme je vous ai mentionné, vous êtes investi selon votre date cible de retraite ou votre date cible de votre horizon de placement. Et comme vous voyez à l'écran ici, la composition du portefeuille que vous choisissez va graduellement changer à travers les années pour qu'on atteigne, lorsque vous approchez de votre objectif de placement ou de votre retraite, un portefeuille qui va être moins volatile, moins, je pourrais dire, risqué, moins exposé aux variations du marché.
OK? Je vois qu'il y a une main levée. Allez-y, M. Chabot. Oui, donc est-ce que j'ai bien compris que si on garde le mode simplifié, c'est pas durable, ce dans quoi c'est investi d'emblée, c'est ça? Donc, c'est Exactement. des actions, des obligations générales. Là. Exactement. Dans les portefeuilles ARC, les fonds durables ne sont pas dedans. OK? Il y a une façon de les utiliser. Ça serait le mode avancé. C'est là que je vais venir dans quelques instants. Mais pour ce qui est des portefeuilles personnalisés de l'ARC, en ce moment-là, les fonds ne sont pas inclus. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour la question. Ce qui arrive avec les portefeuilles personnalisés, c'est qu'il y a, comme j'ai mentionné, un rééquilibrage. On parle d'un balancement de ces portefeuilles-là. La composition va changer, comme vous voyez ici, à travers les années pour faire en sorte qu'il y ait un portefeuille qui va être un peu moins risqué ou qui va être moins risqué au fur et à mesure que vous approchez la retraite. OK? Il y a aussi, vous êtes investi selon la tolérance au risque, c'est-à-dire votre profil d'investisseur. Donc, tout dépendant quel est votre profil d'investisseur, vous êtes investi aussi dans un portefeuille qui, la composition va varier également et avec la date cible et aussi le profil de risque. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la comparaison de deux portefeuilles à travers le temps, le portefeuille audacieux, portefeuille ARC audacieux et prudent. Donc, en ce moment-là, vous voyez ici que la composition, elle est différente à travers le temps. Vous avez également, si vous êtes un investisseur modéré, vous pourriez investir dans un portefeuille modéré. Sachez que le concept est le même pour tous les portefeuilles, c'est-à-dire plus on va s'approcher de notre objectif cible, notre retraite, la composition va devenir moins risquée. Donc, ça, c'est le concept des portefeuilles. Sachez que très rapidement ici, quelqu'un pourrait être investi, pourrait avoir le même profil d'investisseur, mais ne pas être investi de la même façon. Et ça, c'est dû justement au fait que les portefeuilles ont ce rééquilibrage-là à travers le temps. Donc, je donne ici un exemple bien clair de quelqu'un qui est à 25, 30, 35 ans de la retraite versus quelqu'un qui est à 25 ans de la retraite. On peut voir ici que la composition n'est pas la même. Donc, encore une fois, on voit visuellement cette différence-là. Sachez que si vous choisissez le mode simplifié également, vous pourriez changer votre méthode d'investissement ou changer votre portefeuille d'audacieux à prudent, prudent, audacieux, en tout temps à même l'espace client. Maintenant, pour ce qui est du mode avancé, donc, dans le mode avancé, vous créez votre propre portefeuille. Sinon, ça se fait automatiquement, c'est ça? Donc, selon l'âge, le portefeuille s'équilibre, ça se fait automatiquement, c'est ça? Exactement. Il y a un rééquilibrage qui se fait à travers le temps. Puis, ça va se faire automatiquement. Vous n'avez pas à faire cet exercice-là de rééquilibrage des portefeuilles. D'accord. Et l'âge de la retraite, vous l'établissez à quel âge? L'âge normal de la retraite est 65 ans. Par contre, vous pourriez la prendre avant ou après si vous désirez. C'est vraiment une décision qui est personnelle. D'accord. Merci. Merci à vous. Donc, dans le mode avancé, vous créez votre propre portefeuille avec les fonds qui sont disponibles à la carte, dont les 4 fonds ESG qui ont été présentés par Philippe tout à l'heure. Et contrairement au mode simplifié, dans le mode avancé, vous êtes un peu les experts, si on peut dire. Donc, vous créez votre propre portefeuille avec la composition désirée pour vous dans ces portefeuilles-là. Donc, il n'y a pas nécessairement un rééquilibrage à travers le temps. Donc, vous devez le faire vous-même. Ces portefeuilles-là, ce sont des portefeuilles un peu statiques dans le temps, si on peut dire. Donc, c'est à vous de vraiment veiller à ce que les portefeuilles aient la composition désirée et aussi que vous ayez une surveillance plus importante dans ces portefeuilles-là. Donc, toute l'information des fonds qui sont disponibles est dans votre espace client. Je vais vous montrer dans quelques instants où aller chercher cette information-là. Donc, vous allez pouvoir accéder à l'aperçu de ces fonds-là qui contient l'historique des rendements, quelle est l'échelle de risque de ces fonds-là également. Et là, vous allez pouvoir faire le choix, si vous désirez, dans le mode avancé.
Et c'est là que je m'en viens un peu avec les fonds ESG. Ce n'est pas pour rien qu'on vous rencontre aujourd'hui. C'est une nouveauté qui a été ajoutée dans votre régime cette année pour vous. Et j'imagine qu'il y en a qui vont vouloir en tirer profit justement de ces 4 fonds disponibles. C'est pourquoi on vous fait une suggestion de portefeuille avec les fonds de placement durable qui ont été présentés. Donc, encore une fois, ici, je vous mets en garde. C'est très important de mentionner que ce n'est qu'une suggestion de portefeuille. Étant donné que c'est dans le mode avancé, c'est à vous de choisir le pourcentage des fonds que vous voulez avoir à l'intérieur de votre portefeuille. Mais on vous donne ici, par exemple, selon votre tolérance au risque, c'est-à-dire vous connaissez votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un de prudent ou quelqu'un plutôt modéré ou plutôt audacieux? On pourrait ici vous proposer quelques portefeuilles ou quelques pourcentages de ces fonds-là à l'intérieur des portefeuilles, tout dépendant de votre tolérance au risque. Okay, donc, vous voyez ici, juste pour vous donner une idée de la composition, par exemple, d'obligations vertes, elle va changer dans cette proposition-là si jamais vous êtes prudent, modéré ou audacieux, tout de même pour les autres fonds. Okay, donc, encore une fois, je réitère le fait que ce sont des portefeuilles statiques, donc ils ne vont pas avoir ce rééquilibrage-là à travers le temps. Ce serait à vous de faire ce rééquilibrage-là des pourcentages à travers le temps pour que votre portefeuille soit moins exposé aux variations du marché. Donc, ça ne va pas évoluer vers votre date cible de retraite à ce moment-là. Également, les frais de gestion, et je vais arriver dans quelques instants également, les frais de gestion seront un peu différents que les frais de gestion des fonds ou des portefeuilles ARC ou d'autres fonds qui sont disponibles à la carte. Okay? Donc, ici, on parle de frais de gestion qui vont tourner autour de 0,94, 0,95, 16. Donc, ce n'est pas des frais de gestion qui sont nécessairement élevés, mais sont différents des autres fonds ou du portefeuille à la carte. Pas à la carte, mais les portefeuilles dans le mode simplifié. Là, je parle de frais de gestion. Vous allez peut-être me dire, OK, mais qu'est-ce que ça fait des frais de gestion? Quand on investit, on paye des frais de gestion. Ce sont des frais administratifs, des frais de gestion de gestionnaire des fonds et tout ça. Et vous, dans votre régime, les frais de gestion tournent autour de 0,95 $ pour ce que je viens de vous montrer, dans le fond, pour les fonds à la carte, si jamais vous choisissez ce portefeuille-là de bâtir votre portefeuille. C'est pourquoi je vous donne ça comme exemple, parce que j'aimerais vous montrer que sur le long terme, avoir des frais de gestion plus bas veut dire une économie intéressante à la fin et ça va faire en sorte que votre argent va durer plus longtemps. Donc, les frais de gestion, juste pour vous dire, en comparatif, pour les portefeuilles de l'ARC, en ce moment-là, ça varie entre 0,8 et 0,9 versus ce que je viens de vous montrer comme proposition de portefeuille où ça va varier aux alentours de 0,95. Et là, vous allez me dire, OK, d'accord, Gabriel, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est même pas, c'est peut-être un peu plus que 1 %, ça va. Mais c'est que sur le long terme, ça fait une différence. Ce que je viens de vous montrer ici, c'est une épargne, soit pour quelqu'un qui va cotiser dans le régime, ou quelqu'un qui cotise à la banque ou à la caisse dans un régime individuel où les frais de gestion sont plus élevés. Donc, dans cet exemple ici, je suis venu juste appliquer une épargne annuelle de 3 000 $ sur 30 ans. Pour vous donner une idée, c'est sûr que j'ai étalé ça sur le long terme, très, très long terme. C'est juste pour que vous ayez une idée que dans cet exemple-ci, si tout le monde est investi pareil, avec le même taux de rendement de 5 % brut pour cet exemple ici, mais avec des frais de gestion différents, en ce moment-là, on a une économie de près de 31 000 $ sur 30 ans. Ce qui va faire en sorte que votre argent va durer plus longtemps. Donc, les frais de gestion sont intéressants à ce niveau-là. Vous économisez en ayant des frais de gestion plus bas qu'à l'individuel, soit à la banque ou à la caisse. Et ça va faire en sorte aussi que si jamais vous avez des actifs ailleurs que dans le régime, vous pourriez les rapatrier, vous pourriez les transférer dans le régime présentement et ainsi pouvoir jouir de frais de gestion qui sont plus bas. C'est quelque chose qui est disponible pour vous et qui pourrait être intéressant sur le long terme, comme je viens de vous montrer ici. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Fait que ce que je vous proposerais, c'est juste de faire un petit survol rapide sur le régime, surtout les possibilités que vous avez d'investir les sommes dans le régime. Là,
vous a donné un aperçu de comment investir les sommes, mais je vais vous donner aussi un aperçu du régime en soi et aussi quelles sont les possibilités, comme par exemple, on sait tous, vous avez un REER, un régime enregistré d'épargne retraite, qui est disponible, bien sûr, mais vous avez également le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, et aussi la possibilité d'investir des sommes dans un compte non enregistré. Okay? Ce que j'aimerais vous faire ici, c'est juste vous donner quelques différences, similitudes, surtout au niveau du REER et du CELI, parce qu'il y a des avantages quand même à investir des sommes dans un REER ou dans un CELI. Tout d'abord, le REER. On va commencer par le REER, qui est le régime principal. Ici, juste quelques mots, messages clés. Bon, mais lorsque vous cotisez dans un REER, vous avez une économie d'impôt, hein, surtout aussi sur les rendements. Vous reportez de l'impôt maintenant. Vous ne payez pas d'impôt, vous ne payez pas certains impôts là, puis vous les payez seulement lorsque vous retirez. Donc, vous avez encore une fois une économie d'impôt également lorsque vous cotisez dans un REER. Et aussi, tous les rendements sur vos placements que vous faites. Donc, vous investissez votre argent, vous avez des rendements et ces rendements-là sont vraiment en fonction de la façon dont vous investissez. Hein? Donc, on a vu précédemment, tout dépendant du niveau de risque et tout ça, bien, tout dépendant du marché également, bien, il peut y avoir des conséquences sur vos rendements. Et bien sûr, c'est la façon dont vous êtes investi que ça va donner le résultat des rendements. Pour ce qui est du CELI, le CELI est disponible également. C'est un régime qui est volontaire. Vous le faites si vous le désirez, mais il y a quand même certains avantages dans le CELI. Juste un de ces avantages-là, il n'y a aucun impôt sur les rendements également. Aucun impôt sur les retraites. Donc, si vous retirez de l'argent de votre CELI, vous n'êtes pas imposé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et également, vos placements, les rendements sont déterminés en fonction de vos décisions d'investissement. OK? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque j'ai mentionné les frais de gestion, vous avez la possibilité d'avoir des transferts, de transférer des actifs ailleurs, soit à la banque ou à la caisse, si vous désirez, bien sûr, dans le régime avec l'ARC. Et en ce moment-là, profiter des frais de gestion plus bas. Donc, c'est quelque chose qui est disponible si jamais ça vous tente. Bien sûr, c'est votre argent, vous faites ce que vous désirez, mais sachez que fort probablement, dans un régime collectif, les frais de gestion sont fortement plus bas. Donc, quelques différences ici très rapidement entre le REER et le CELI. Vous savez tous et toutes que vous avez un espace de cotisation, hein, que vous devez respecter soit dans le REER ou dans le CELI. Très, très simple ici. Dans le REER, vous allez pouvoir le voir dans votre avis de cotisation. Dans le CELI, c'est dans votre compte auprès de l'Agence du revenu du Canada, mais il y a des limites à respecter. Il y a aussi une limite d'âge maximale pour le REER à respecter, pas pour le CELI. Pour ce qui est du retrait ici, vous pouvez dans le régime retirer les sommes que vous faites de façon volontaire, si je ne me trompe pas, mais ça n'est pas permis pour les cotisations de la part des producteurs. Mais encore une fois, c'est tout dans la convention collective, si jamais il y a quelques questions là-dessus. Mais pour le REER, il y a quand même des restrictions, et c'est ça qui est important de le dire. Pour ce qui est du CELI, c'est permis, il n'y a pas de restrictions dans les retraits du CELI. Donc, il y a certaines différences, mais il y a aussi certaines similitudes dans le REER et le CELI aussi. Je vous donne ici bien de façon sommaire quelques avantages et similitudes du REER du CELI. Sachez que si vous avez un REER, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas avoir et un CELI et un compte non enregistré aussi. Hein. Ce sont des véhicules différents d'épargne que vous pouvez utiliser avec ces avantages également. Donc, par exemple, si vous générez des rendements avec votre REER et votre CELI, vous n'êtes pas imposé là-dessus. Hein, donc, ça, c'est un avantage de ces deux véhicules-là comparativement au compte non enregistré où vous allez devoir payer de l'impôt si vous faites sur vos rendements. Pour la retraite, les trois véhicules sont excellents. Il y a aussi une façon d'effectuer des cotisations volontaires dans ces trois véhicules-là. Pour ce qui est de l'imposition, donc vous, comme j'ai mentionné, vous avez votre REER. Lorsque vous cotisez dans un REER, vous avez une économie d'impôt, bien sûr, lorsque vous avez une cotisation dans le REER. Donc ici, je n'irai pas vraiment dans les détails, mais c'est quand même une composition intéressante d'avoir avec ces avantages dans ces régimes-là
Juste pour conclure ici, si jamais vous voulez avoir des fonds d'urgence, le CELI, le compte non enregistré, serait un bon véhicule, un bon outil. Donc, si jamais vous avez des questions, bien sûr, un budget serait intéressant d'avoir. Si jamais vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à un professionnel, serait également très intéressant à ce niveau-là aussi. Avez-vous des questions jusqu'à présent, avant que je vous montre l'espace client? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi un CNE? Un CNE, c'est un compte non enregistré. Donc, dans un compte non enregistré, si je pourrais juste résumer de façon très rapidement, c'est un compte un peu comme à la banque, mais vous allez pouvoir investir vos sommes pareil comme vous le faites dans un REER ou dans un CELI, dans un compte non enregistré du régime. Vous allez également avoir les frais de gestion qui sont appliqués, qui sont avantageux du régime dans le compte non enregistré aussi. Par contre, il y a certaines, je ne vais pas dire inconvénients, mais par exemple, si jamais vous faites des rendements, comme j'ai mentionné, dans un compte non enregistré, en ce moment-là, vous allez devoir payer de l'impôt sur ces rendements-là. Donc, c'est pour ça que je vous montre un peu un tableau des choses qui sont intéressantes dans un régime, un véhicule, un autre, comparativement l'un à l'autre. Si je peux me permettre, Gabriel, Oui. Quand les réalisateurs ont atteint leur montant maximal par année et que les contrats continuent de rentrer, plutôt que d'envoyer ça dans un REER à ce moment-là, on peut décider de l'envoyer dans un compte non enregistré pour éviter de payer une pénalité. Exactement, c'est une autre façon intéressante d'utiliser le compte non enregistré si jamais vous avez atteint toutes vos limites, comme j'ai mentionné, soit dans le REER ou même dans le CELI, vous pouvez tout à fait juste continuer d'investir les sommes dans un compte non enregistré où il n'y a pas de limite de cotisation annuelle. Mylène ou Gabriel, on fonctionne déjà comme ça, hein, tu sais, Mylène? Les réalisateurs nous donnent leurs limites à chaque année, mais ils ne savent pas tous, tu sais, des fois, ils l'apprennent sur le tard. Ça peut... c'est déjà comme ça que ça fonctionne. J'ai mentionné de regarder les limites. C'est très important de respecter les limites annuelles. Donc, j'imagine, c'est un peu notre responsabilité de tous et chacun de regarder c'est quoi notre limite dépendant de l'année, l'année en cours. Donc, très important de veiller sur cette limite-là, que ce soit pour le REER ou bien le CELI. Donc, juste l'espace client pour ceux et celles qui sont habitués ou pas, familiers ou pas. L'espace client est votre compte personnel où vous allez pouvoir accéder à des informations intéressantes, accéder à toutes sortes de fonctionnalités aussi qui sont disponibles pour vous. Donc, pour vous connecter à l'espace client, vous devez avoir votre code d'accès et votre mot de passe pour vous connecter. On vous donne rendez-vous, bien sûr, sur ia.ca/moncompte et vous allez pouvoir accéder à votre compte personnel. Et dans l'espace client, certaines fonctionnalités, ici, je vois le temps peut-être me manque, mais j'aimerais quand même me concentrer 2-3 minutes sur l'espace client. C'est important juste de vous rappeler que vous allez pouvoir voir l'historique de vos rendements, votre solde dans tous les régimes combinés que vous aurez présentement. Donc, ça ici, c'est juste une capture d'écran que je vous donne, mais ici à gauche, vous verrez tous les comptes que vous avez, soit le REER, le CELI, le compte non enregistré si c'est le cas. Vous avez une section de documents également qui est là disponible pour vous avec les reçus d'impôts, les feuillets d'impôts, votre relevé de participants que je vous montre dans quelques instants aussi. Et c'est dans la section, et ça c'est important de vous dire ici, je vais rentrer un peu plus dans les détails, c'est dans la section du menu déroulant, dans chaque compte, que vous allez pouvoir changer vos directives d'investissement dans la section placement. Donc, très important ici, là, on vous a montré les fonds ESG qui sont disponibles maintenant, les 4 fonds. Donc, si jamais vous voulez changer, je rentre dans quelques instants là-dessus, c'est ici dans la section placement que vous faites le changement. Et c'est dans la section placement aussi que vous allez pouvoir vérifier toutes les options offertes au niveau des placements. Très important dans le régime, vous allez pouvoir être investi aussi selon votre tolérance au risque ou votre profil d'investisseur. Donc, dans la section outils de planification, vous allez pouvoir faire
remplir le questionnaire du profil d'investisseur pour connaître votre tolérance au risque, donc très important comme questionnaire. Hein, c'est facultatif, mais c'est important de savoir notre tolérance au risque vraiment, étant donné que vous allez pouvoir être investi selon votre tolérance au risque. 5 questions très rapides, impossible d'échouer parce que c'est très personnel. Donc, très conseillé de le faire, ce petit exercice-là. Donc, si je reviens dans les options de placement, donc en ce moment-là, vous allez pouvoir, dans la section placement, choisir dans modification. Et là, vraiment, choisir soit le mode simplifié ou le mode avancé. Hein. On sait que maintenant, c'est disponible dans le mode avancé, les 4 fonds ESG. C'est là que vous allez pouvoir choisir dans la section placement et également les options offertes, comme je vous ai dit, c'est juste là en haut. Bien rapidement aussi, vous allez pouvoir désigner, modifier des bénéficiaires également dans l'espace client. Donc, quand même très important comme section. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire? C'est la personne qui hérite des sommes en cas de décès. Donc, c'est important de désigner un bénéficiaire. Bénéficiaire révocable ou irrévocable, on suggère fortement que ça soit révocable. Et enfin, il y a aussi le simulateur de retraite. Dans l'outil de planification, vous allez pouvoir vous fixer un objectif de retraite et savoir si vous êtes en voie de l'atteindre ou non. En ce moment-là, il y a certains scénarios que vous allez pouvoir jouer avec certaines hypothèses pour être en mesure d'être en voie d'atteindre cet objectif-là. Bien sûr, ça ne remplace pas une planification de retraite détaillée, mais ça vous donne quand même un bel aperçu. Et pour conclure, vous avez aussi disponible l'application mobile. Donc, l'application mobile est téléchargeable sur Google Play ou l'App Store. Ça vous donne beaucoup des fonctionnalités que je vous ai montrées dans l'espace client sont disponibles sur l'application mobile également. Ça vous donne votre aperçu de compte, ça vous donne votre rendement, si vous allez pouvoir désigner des bénéficiaires, par exemple. Il y a une chose que vous ne pourrez pas faire pour l'instant, et on est en train de travailler là-dessus, c'est de changer vos directives d'investissement. Donc, ça doit être fait seulement sur l'espace client en ligne. Mais sinon, pour tout le reste, il y a beaucoup de fonctionnalités qui se trouvent également sur l'application mobile. On vous suggère fortement de la télécharger. Pour accéder à votre compte, vous allez devoir aussi avoir votre code d'accès et mot de passe de l'espace client. Sur ça, si jamais vous avez d'autres questions suite à la rencontre, vous pouvez toujours nous contacter. Notre service à la clientèle, c'est le 1-800-567-5670. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à votre compte, par rapport aux fonds qui sont disponibles pour vous, bien sûr, n'hésitez pas. Ça va me faire grandement plaisir de vous parler. J'espère que ça n'a pas été très rapide comme présentation. Philippe et moi, on avait seulement 1 heure. On est passionnés. Ça aurait pu durer 3 heures. Peut-être pas pour vous, mais j'espère avoir, Philippe et moi, répondu à toutes vos questions pour aujourd'hui. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup, Gabriel et Philippe. Je pense qu'il y a matière à apprendre plein de choses. Et ça peut faire en sorte que les gens s'intéressent davantage à leur placement. C'est réussi. Puis vous avez gardé la mesure. On est dans le temps. Alors, avant de libérer tout le monde, je ne sais pas s'il y a des questions de la part des participants. Moi, j'en avais une. Oui, vas-y, Sophie. Je me demandais si c'était possible de séparer notre portefeuille en deux, d'avoir comme une partie dans le mode simplifié puis une partie dans le mode avancé. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pas pour les mêmes cotisations. Ça, je suis persuadé. Si jamais vous voulez vous cotiser vos cotisations, on va dire, parce que ça dépend aussi de la façon dont les cotisations entrent. Je sais qu'il y a les producteurs, je sais qu'il y a aussi votre partie. Donc là, il faudrait que je vous revienne avec cette information-là parce que des fois, il y a des différences. Mais ce que je sais, c'est que si jamais vous avez des cotisations de façon régulière à mettre, ça ne serait pas possible de les diviser. Vous pourriez le faire, par exemple, pour les cotisations. Ça, je suis pas mal certain que c'est possible. Les cotisations du producteur, vous pourriez mettre dans une façon et les vôtres dans un autre mode.
Est-ce que ça serait possible? Ben, dans le cas de Sophie, Sophie est conseillère à l'acte, donc ça rentre, c'est de façon régulière et non pas par les contrats des producteurs. Mais est-ce que ça serait possible, par exemple, d'avoir pour les sommes accumulées, par exemple, d'être en mode simplifié, puis d'avoir à venir en mode avancé? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vais juste retourner sur la page ici rapidement. Cette page-là, ici. Donc, vous allez pouvoir choisir, quand vous allez modifier, si vous modifiez, soit modifier de façon tous les types de cotisations, uniquement telle sorte de cotisation ou une autre. Je vais vous revenir là-dessus avec cette information-là parce que ça dépend aussi de la façon dont le régime est structuré et comme je sais qu'il y a certaines particularités dans votre cas, j'aimerais juste être certain d'avoir la bonne réponse. Bien, merci beaucoup. Moi, j'avais une autre question avant qu'on se quitte. Mylène, oui? il y a certainement une chose qui est possible de faire pour le simplifier et l'avancer. C'est entre les différents comptes, ça c'est certain. Par exemple, entre le RIR, le CELI ou le non-enregistré, ça c'est certain que tu peux avoir soit un ou l'autre. Okay. C'est à l'intérieur du même régime là, que Gabriel va regarder. Parfait. Exactement. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Si jamais vous voulez, dans votre REER, être investi dans le mode avancé, dans le CELI, dans le mode simplifié, ça, c'est sûr à 100 % que c'est possible. OK. Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est exactement comme Francis Carl mentionnait. Au niveau d'un même régime, surtout le REER, parce que le CELI est volontaire et le non enregistré également est volontaire. Là, donc, ça, à ce niveau-là. Mais c'est surtout... mais je vous reviens avec la bonne information. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, moi, j'ai une question. Tantôt, Gabriel te dit que donc les fonds ESG, c'est actuellement disponible seulement en mode avancé. Est-ce qu'il est éventuellement prévu que ces fonds-là fassent partie aussi des portefeuilles à la carte, ceux qui sont déjà portefeuille en main, là, clé en main? Je vais peut-être me permettre de répondre, Mylène, plutôt que Gabriel. En fait, les portefeuilles cycle de vie clé en main qu'on a, c'est vraiment nous, moi, chez Trinum, vous, au conseil de l'ARC, qui avons choisi ces placements-là pour mettre à l'intérieur des fonds cycle de vie. Donc, éventuellement, l'idéal, c'est que là, on n'est pas encore capable de le faire, c'est d'avoir un portefeuille cycle de vie, je dirais, standard, puis un portefeuille cycle de vie ESG. On n'a pas encore là, les capacités informatiques, je te dirais, de supporter 2 portefeuilles cycle de vie. Idéalement, je te dirais à terme, c'est peut-être vers ça qu'on va s'en aller. L'autre chose, c'est que ce n'est pas impossible non plus que dans le portefeuille clé à la main, le portefeuille simplifié, qu'on introduise même à l'intérieur de ces portefeuilles-là des fonds ESG. Mais possiblement qu'à court, moyen terme, le profil simplifié ne sera pas complet, ne sera pas composé uniquement de fonds ESG. Parfait. OK. Merci. Donc, c'est à voir. C'est en progression. Comme je te dirais, idéalement, on aurait les 2 cycles de vie, un standard puis un ESG. On n'est pas capable de supporter 2 portefeuilles cycles de vie. Donc là, le standard est maintenu. Celui à la carte, les participants, il faut qu'ils fassent eux-mêmes leur choix. Mais peut-être d'ici une couple d'années, on va avoir les capacités informatiques pour supporter 2 portefeuilles cycle de vie, qui serait possiblement l'idéal. OK. Parfait. Bien, excellent. Ça répond à nos questions. Merci infiniment d'avoir passé cette heure-là avec nous. Et puis, bien, écoutez, on va rendre donc la conférence disponible sur notre site. Et puis, on invite les gens, évidemment, à pouvoir vous contacter s'ils ont des questions. Et puis, bien, éventuellement, pourquoi pas refaire cette conférence selon la demande. Alors, là-dessus, merci tout le monde. Bon après-midi. Merci beaucoup. C'était gentil. Merci. Merci Gabriel. Merci Philippe. Merci. Merci à vous tous. tout le monde. Merci tout le monde. Merci.